Bonjour à tous. Moi, je suis la présidente de la SFCTG et le board et moi-même, on a le- le- l'honneur de vous présenter les webinaires de la SFCTG tous les 2 semaines où on parle de la thérapie génique et thérapie cellulaire. Les interlocuteurs seront plutôt des chercheurs affirmés, mais on donne aussi l'opportunité surtout à des étudiants de présenter leurs travaux. Donc, pour l'instant, cet webinaire est dédié aux intégrateurs industriels et on aura deux interlocuteurs. Ce sera d'un côté Anne Gali et de l'autre côté aussi Véronique Blouin. Donc, Anne Gali, qui va être la première qui va présenter, elle a plus de 20 ans d'expérience en thérapie cellulaire et génique. Elle a travaillé dans plusieurs biotech et en plus aux États-Unis aussi. Et actuellement, elle est directrice de recherche à l'INSERM et elle est en fait en charge de 2 unités INSERM. L'unité de recherche académique de Généton, dédiée à la thérapie génique des maladies rares, et à proximité, le nouveau accélérateur de recherche technologique et en thérapie génomique, l'RTTG, un centre d'innovation et de développement INSERM en thérapie génique et cellulaire. Anne a, dans le temps qu'elle était à Généton, contribué à plusieurs essais cliniques internationaux de thérapie cellulaire et génique pour traiter le syndrome de Wiskott-Aldrich syndrome, l'anémie de Fanconi et aussi Artemis, une maladie SCID. Avec l'INSERM, Anne Gali a mis en place cet accélérateur de recherche technologique en thérapie génomique sur le site de Génopole d'Ivry pour permettre le transfert d'approches thérapeutiques ex vivo basées sur les technologies lentivirales ou CRISPR. Les projets concernent surtout des maladies fréquentes telles que le cancer ou les maladies infectieuses. Elle a aussi contribué au 3e plan national des maladies rares en France et elle est membre de la SCTG, donc la Société américaine. Et elle était, ce qui est très important, ce qu'on est depuis longtemps avec Anne, parce qu'elle était membre de notre board SFCTG auparavant. Donc, j'ai le plaisir Anne, de te laisser la parole, s'il te plaît. Merci beaucoup, Els, pour cette introduction. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, mon écran ne fonctionne pas, désolée. Voilà. Le titre de ma présentation, c'est effectivement de vous faire voir comment la thérapie génique et la bioproduction sont au cœur des mécanismes de relance économique en vous présentant les actions qui ont été mises en place avec les intégrateurs industriels. Donc aujourd'hui, on fera une présentation en binôme. Je vais démarrer avec l'intégrateur Magenta, dans lequel fait partie ma structure, et ensuite nous aurons une deuxième présentation sur un autre intégrateur à Nantes. Alors, Els vous a planté le décor effectivement du lieu où je travaille. C'est donc le lieu de la Génopole d'Evry, dans lequel il y a une densité assez importante d'acteurs de la thérapie génique, notamment évidemment Généton, qui est le laboratoire de l'AFM Téléthon, et puis donc notre accélérateur de recherche technologique, mais on a également tout un environnement d'entreprises autour de nous, d'hôpital, et on est donc dans la partie la plus méridionale du campus de l'université Paris-Saclay, qui est la 14e université sur le de rang mondial. Donc, on est dans un écosystème très riche en ce qui concerne de tous les aspects de thérapie génique et thérapie cellulaire. Je voudrais reprendre le contexte un petit peu plus général qui est celui quand même de la révolution des produits biologiques en santé.
Ce sont clairement effectivement des produits complètement différents, mais que nous utilisons déjà depuis longtemps. Des produits extraits d'organismes vivants comme les organes pour les tissus pour la greffe, les produits sanguins, les cellules souches, etc. Les vaccins dont on sait qu'effectivement ils peuvent avoir des formes très différentes. Et puis aussi tous les produits qui sont fabriqués par recombinaison, par ADN recombinant, notamment les protéines thérapeutiques, les anticorps monoclonaux qui font maintenant une part énorme en fait de l'arsenal thérapeutique, notamment en oncologie ou en immunologie, des protéines ingénierées, des récepteurs fusionnés, etc. Puis on a aussi toute la nouvelle classe de ce qu'on appelle les thérapies avancées innovantes, comme la thérapie génique, la thérapie cellulaire et la thérapie tissulaire. Donc effectivement, ces produits biologiques en santé constituent une masse de choses qui sont extrêmement diverses et très complexes. La preuve, les produits de thérapie génique, comme je peux l'exemplifier ici, sont très très différents, même s'ils sont regroupés sous le même chapeau. C'est des produits très importants, ils sont innovants et ils peuvent répondre à des besoins médicaux inassouvis, mais ils prennent des formes très différentes. Vous avez par exemple à gauche, dans le cadre des maladies rares, des tas de produits de thérapie génique différents. Je prendrai simplement l'exemple ici justement des vecteurs adéno-associés qu'on peut utiliser pour traiter différentes maladies, notamment avec succès par exemple l'amyotrophie spinale, et qui a donné lieu justement à l'enregistrement d'un médicament récemment, le Zolgensma. Vous avez au milieu de mon écran des produits de thérapie génique ex vivo, comme les cellules souches génétiquement modifiées qu'on a utilisées pour traiter des déficits immunitaires ou des hémoglobinopathies. Mais vous avez aussi surtout évidemment les lymphocytes T génétiquement modifiés avec des CAR pour traiter le cancer et qui sont actuellement, qui représentent une grande partie des essais cliniques de thérapie génique ex vivo. Et puis on peut aussi voir arriver évidemment des nouvelles modalités d'immunothérapie, notamment avec des vaccins qui sont justement sur le plan pharmaceutique dans une catégorie un petit peu à part, mais qui sont souvent basés sur des principes de thérapie génique avec des vecteurs génétiquement modifiés ou avec des oligonucléotides qui sont utilisés pour vacciner. Donc on a effectivement quelque chose de très vaste et très différent qui pose un vrai défi en termes de fabrication de ces médicaments biologiques. Contrairement donc aux médicaments classiques produits dans la chimie classique, les médicaments biologiques sont de composition complexe. Ils peuvent contenir des sucres, des lipides, des protéines et des combinaisons diverses et variées de tous ces éléments, ainsi que des acides nucléiques évidemment. Leur technologie et les façons de les produire sont complètement à géométrie variable et du coup induisent des coûts aussi à géométrie variable. On peut avoir besoin de travailler sur des choses recombinantes ou sur des entités vivantes comme des cellules ou des tissus qu'il faut faire pousser dans des cultures et des litres de culture. On peut avoir des produits isolés de sources animales ou non, ce qui a un impact énorme en termes de leur sécurité microbienne pour les patients. Ce sont souvent des produits labiles et délicats qui peuvent demander des méthodes de conservation et de transport très particulières. Et on a donc justement des tailles de l'eau très variables d'un produit à l'autre. C'est évident qu'entre un vaccin fait avec des vecteurs ou avec des virus et par exemple un produit de thérapie génique avec des vecteurs viraux, on peut avoir des différences de doses par patient qui peuvent aller de 1 à 1 milliard. Donc nous avons quand même effectivement des produits dont il est assez complexe de maîtriser la fabrication et la composition et du coup qui ont des coûts élevés puisqu'ils sont souvent innovants avec peu de recul et ça donne lieu à des traitements qui sont très coûteux. On estime par exemple que pour les anticorps monoclonaux, on peut avoir des coûts de traitement qui vont de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros par an, par patient, avec parfois des traitements à prendre sur plusieurs années, voire à vie. Et d'ici 2025, les biomédicaments vont représenter une très forte proportion du marché global des produits pharmaceutiques. Donc ces questions de coûts de médicaments et les coûts de leur production sont quand même des éléments extrêmement prenants sur le plan économique. Donc, le gouvernement a vraiment identifié que de développer la production des biomédicaments, des médicaments biologiques, représente vraiment un axe stratégique de croissance économique pour la France, et ce, d'autant plus effectivement qu'il faut lancer un plan de relance après la crise sanitaire, qui a à la fois des éléments économiques, mais également des éléments de souveraineté nationale.
Alors, ce n'est pas une idée effectivement qui est issue juste de la crise sanitaire, c'est quelque chose qui était déjà identifié avant, et notamment en 2019, s'était mise en place une initiative bioproduction dans le cadre du contrat stratégique des filières, c'est-à-dire un comité qui était mis en place par l'État pour faire parler les membres du gouvernement et les représentants de l'industrie pharmaceutique et qui avaient des industriels de santé, en fait, qui avaient donc identifié cette bioproduction comme étant un axe important à développer. Et donc, en janvier 2020, le Conseil de l'innovation a mis en place ce qu'il a appelé le grand défi biomédicaments, maîtriser les rendements et les coûts de production, qu'il a confié donc à Emmanuel Desquier et à qui il a confié une feuille de route interministérielle provenant du ministère de l'Industrie, de la Santé et de la Recherche pour structurer la France sur des modèles qui existent déjà dans chez nos collaborateurs anglo-saxons, c'est-à-dire le système du catapulte en Angleterre et le système NIMBLE, donc National Institute pour la manufacture aux États-Unis, et de lancer donc des intégrateurs industriels sur un modèle à peu près comparable, mais également de coordonner et de s'assurer du transfert de l'innovation pour avoir donc du coup un levier économique et de prospecter et faciliter les projets d'investissement et de recherche pour du coup amener effectivement beaucoup de découvertes et d'innovations dans le modèle. Donc, ce grand défi biomédicaments a lancé effectivement en septembre, dans l'été 2020, un appel d'offres pour les intégrateurs et a labellisé à l'automne 2020 donc 6 plateformes technologiques qui sont devenues donc des intégrateurs industriels du grand défi et a suivi effectivement aussi par la suite à la fin de l'année 2020 par plusieurs appels à projets pour axer sur la bioproduction et qui ont été lancés avec la Banque publique pour l'investissement, la BPI, et avec l'ANR, et donc les appels d'offres sont toujours en cours d'évaluation et se déclinent maintenant d'autres modalités qui sont toujours en cours et d'autres initiatives pour vraiment renforcer les biomédicaments et la bioproduction. Donc, les 6 intégrateurs qui ont été labellisés dans le cadre du grand défi biomédicaments sont les suivants. Il y a le centre Méhari qui est à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, dirigé par Jérôme Larguero et qui est spécialisé donc en thérapie cellulaire et génique. Il y a donc le Translational Vector Core à Nantes qui va vous être présenté après ma présentation. Il y a également le Toulouse Industrial Biotechnology for Health, qui est donc un hub qui est plutôt axé sur les anticorps et aussi la culture microbienne. Et nous avons également donc une innovation plateforme biothérapie à l'EFS Bourgogne-Franche-Comté à Besançon, qui est spécialisée en thérapie cellulaire et en thérapie génique, et MT Innov à Nancy, qui est donc spécialisée dans la culture, surtout de la tissulaire et cellulaire. Et puis le 6e, donc c'est Magenta, l'intégrateur Magenta, qui a été constitué par le laboratoire ARTTG que je dirige et par Citera et que je vais vous présenter. Donc, la mission des intégrateurs industriels est la suivante, c'est d'apporter des compétences et des outils aux porteurs de projets de développement de technologies pour la production de biomédicaments, c'est-à-dire effectivement poser ces questions-là et les traiter de la façon la plus fondamentale à la plus appliquée pour pouvoir vraiment apporter des solutions de rupture, souvent dans ces problématiques qui sont quand même assez complexes et qui sont à cheval entre des problématiques d'ingénierie, de recherche fondamentale et d'industrialisation en général pharmaceutique. La deuxième mission, c'est de donner accès à des équipements de bioproduction standardisés, un environnement propice à la recherche de transformation et d'être un lieu de rencontre entre les industriels demandeurs de technologies de production, par exemple l'industrie pharmaceutique, mais également les biotechnologies, les sociétés savantes, les sociétés innovantes, les laboratoires académiques qui portent ces technologies. Donc vraiment faire cette interface et donc d'offrir effectivement un environnement propice au développement des startups qui pourraient être issus des travaux de recherche développés dans ces contextes-là. Donc, je vais vous présenter Magenta, l'intégrateur industriel en thérapie cellulaire et génique. Et cette présentation commence par un petit film de 3 minutes qui, j'espère, va fonctionner bien. Pleased to present Magenta Industrial Integrator in Cell and Gene Therapy. We are in the context of advanced therapies, a new class of medicine with the potential to address unmet medical needs. And you will see that Magenta is engaged in both autologous gene-modified cells for personalized medicine and allogenic iPS-derived cells for off-the-shelf treatments.
Magenta, one of the 6 industrial integrators labeled by the French government Grand Défi Biomedicine, is localized in Région Île-de-France, a rich ecosystem covering all biotherapy value chain. Magenta, for manufacturing cell and gene therapy advances, regroups RTTG, directed by Anne Galli, and Cythera, directed by Anis Benasser-Griseli, and were based in Genopole Biocluster. The ambition of Magenta is to accelerate the pace of biomedical innovation at the public-private interface by enabling innovation and de-risking new concepts, by fast-tracking to clinical trials with a focus on immunotherapy, regenerative medicine, and rare disease, and training to prepare the future generation of professionals in the field. And now, a quick introduction of RTTG dedicated to new ex vivo gene therapies and pre-industrial development for lentiviral vectors. Let's continue with Cythera, a center for iPS cell therapy, developing a national allogenic and universal iPS cell bank to foster next generation of living drugs. So, altogether, Magenta provides key pillars of expertise for cell and gene therapy, with biological starting materials for pharmaceutical use, process development and industrial transfer, analytics and potency assays, until clinical trials. The recognition of Magenta is shown by funding at international and national levels. For more information, here are our websites. Thank you for your attention. Voilà. Et donc, je continue effectivement avec le concept des accélérateurs de recherche technologique, hein, pour préciser que, donc plus spécifiquement, ce qu'on appelle les ART, sont des structures qui sont issues du plan stratégique de l'INSERM pour donner justement à l'Institut une capacité d'innovation et de développement technologique et de diffusion de ces technologies. Donc, tout est effectivement cohérent. Il y a déjà 3 ART qui ont été initiés, donc les ultrasons pour la médecine, le bioprinting et la thérapie génomique. Et donc, spécifiquement, effectivement, dans le cadre de la thérapie génomique, notre mission, c'est vraiment de promouvoir ces recherches dans le domaine pour des maladies fréquentes, en accélérant leur transfert vers la clinique et en disséminant les connaissances libres d'accès. Donc, je vais vous donner très rapidement quelques exemples de projets qui sont réalisés à l'ARTTG. Un premier exemple, je pense, qui est assez caractéristique, c'est comment on peut faire pour accélérer le transfert d'une preuve de concept vers des essais cliniques avec l'exemple d'un projet CAR-T. Donc, vous savez aujourd'hui effectivement que la fabrication d'un produit de thérapie génique de type CAR-T commence par la collecte donc des cellules de patients qui sont ensuite donc amplifiées au laboratoire et puis génétiquement modifiées pour insérer un antigène récepteur, un CAR, et ces cellules amplifiées, modifiées génétiquement sont ensuite contrôlées pour vérifier qu'on a bien le produit désiré, et ensuite elles sont réinfusées aux patients conditionnés pour qu'elles aillent attaquer les cellules tumorales. Donc dans la fabrication d'un tel produit, nous avons plusieurs produits biologiques. Tout d'abord, la matière première qui sont les cellules du patient qui sont collectées en général à l'hôpital. Ensuite, on a une matière première qui est très importante parce que c'est également un OGM et qu'elle doit être donc fabriquée sous des bonnes pratiques de fabrication selon la réglementation européenne. Et c'est ce vecteur
vecteur qui est utilisé. Donc, la plupart du temps, c'est des vecteurs lentiviraux. On a également donc, des produits thérapeutiques associés qui sont utilisés pendant la prolifération et l'expansion des cellules CAR-T, par exemple des cytokines, des billes avec des anticorps. Et ensuite, donc, on a le produit de thérapie génique qui est le produit vraiment qui est libéré et injecté au patient et qui est donc en fait la poche de cellules CAR-T qui sera réinfusée. Donc, comment on peut faire effectivement pour accélérer et permettre que tous ces développements-là se fassent au mieux? Alors, en général, on a justement, et c'est le cas de collègues qui travaillent à l'Université de Franche-Comté et à Besançon, le docteur Francine Garnat-Autou, et qui en fait a fait une preuve de concept, par exemple, avec un CAR-T candidat en ayant des données souris ou des données chez l'homme. Alors, effectivement, il faut ensuite adapter ce vecteur à son usage clinique, adapter les procédés de production et d'infusion pour que ça représente ce qui va être fait dans le cadre du protocole clinique, mettre au point les méthodes de production et de contrôle du vecteur et aussi des cellules transduites, faire la montée en échelle de tous ces procédés pour la fabrication selon les BPF, que ce soit la partie vecteur ou la partie cellule, et définir effectivement ce qu'on appelle les données CMC, Chemical Manufacturing and Controls, de toutes ces données, standardiser, transférer les méthodes pour faire la fabrication selon les BPF, et tout ça également en parallèle avec les études précliniques de stabilité et la documentation réglementaire. Donc, dans le cas très spécifique de ce projet que nous faisons en collaboration avec Francine et Elodie Boll-Richard, effectivement, nous avons donc pris un vecteur lentiviral qui a été développé et nous avons pu, et nous sommes en train donc de travailler pour pouvoir améliorer donc les procédés de production à échelle et également aussi donc les méthodes de contrôle analytique et de standardisation qu'on peut faire également dans le cadre d'un réseau européen dans lequel nous participons. Un réseau européen avec de nombreuses entités privées et publiques, en fait, qui a pour objectif, le projet T2Evolve, d'accélérer le développement et d'améliorer donc l'accès aux CAR et aux T-cell ingénierés, avec en particulier tout un travail de standardisation de ces produits. Un autre exemple de projet qu'on peut faire à la RTTG, ce sont vraiment des projets d'innovation qui consistent effectivement à tester des technologies innovantes. Et en particulier, nous travaillons donc justement sur une approche très, très innovante de vaccination qui consiste à reprogrammer de manière génétique par CRISPR-Cas9 le locus des immunoglobulines pour changer la spécificité des anticorps et faire produire les anticorps de la spécificité désirée pour réaliser des vaccins. Et donc, c'est tout à fait intéressant avec un gros potentiel, évidemment, en termes de jonction thérapie cellulaire et thérapie vaccinale. Enfin, un autre projet aussi très innovant et qu'on peut considérer aussi comme quelque part des projets pour dérisquer, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la bioproduction. Et nous venons d'avoir un financement avec une petite start-up qui s'appelle White Lab Génomique pour pouvoir justement mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle pour optimiser la production des lentivirus, avec évidemment en intégrant des données sur des données documentaires, des données biologiques, des données génomiques, ainsi que des données expérimentales pour enrichir une base de données et pouvoir faire des analyses. Donc voilà ce que l'on fait à la RTTG. Je vous remercie de votre attention. Je remercie évidemment tous nos collaborateurs et les membres de la RTTG qui travaillent avec moi. Je vous encourage à aller regarder notre site internet et pour vous documenter en fait sur l'ensemble des projets que nous réalisons. Merci beaucoup et je vais donc passer la parole à l'intervenante suivante. Bon, merci Anne pour cette jolie présentation. Maintenant, je vais demander à Véronique de partager son écran et je vais l'introduire. Donc, Véronique Blouin, elle a plus de 25 ans d'expérience en production de vecteurs viraux et elle développe des processus de production. Actuellement, elle est plutôt responsable du plateforme de production de vecteurs au UMR INSERM 1089 à Nantes. Et l'activité de cette plateforme consiste justement dans le développement et le transfert des produits de recherche en laboratoire au grade clinique. Véronique a une expérience dans le transfert de gènes thérapeutiques dans des modèles précliniques et de maladies. Et en 2004, elle a fait un passage à l'Université de Florida, justement,
dans le département of Molecular Genetics and Microbiology chez Dr. Snyder pour un training dans la production de vecteurs cliniques. Et depuis 2005, elle participe aussi dans le groupe Pharmacopeia comme experte pour l'ANSM. En 2007, justement, elle a obtenu un PhD en virologie à l'Université de Nantes et aujourd'hui, elle est ingénieure de recherche et gère justement la plateforme de vectorologie translationnelle. Et elle va vous parler d'une deuxième intégrateur industriel maintenant. S'il te plaît, Véronique, je te laisse la parole. Merci Else, bonjour à tous et merci pour cette introduction. Donc moi je vais vous parler du centre de production de vecteurs qu'on appelle CPV, qui a été aussi intégré, qui a été aussi labellisé intégrateur industriel dans le cadre du grand défi pour la bioproduction de médicaments innovants l'année dernière en 2020, comme vous l'a expliqué Anne précédemment. Donc c'est une initiative du gouvernement français pour fédérer la bioproduction en France. Et donc, alors, pardon, moi, j'ai un petit souci pour passer les diapos. Pardon, voilà. Donc, rapidement, mais on l'a déjà, Anne l'a très largement documenté quand même. Je vous rappelle le principe de la thérapie génique qui est transférer un gène in situ directement dans la cellule cible qui est défectueuse et pour lequel un gène a été identifié comme, on va dire, malade. Et donc, on peut donc transporter ce gène via des vecteurs viraux. Donc, nous travaillons sur des vecteurs dérivés des AAV pour Adeno-Associated Virus. Donc, l'intérêt de ces vecteurs viraux, c'est qu'ils peuvent donc naturellement rentrer dans la cellule, atteindre le noyau et permettre l'expression de la protéine thérapeutique correspondant au gène qui a été transféré. Et donc, c'est vraiment ces vecteurs que nous développons sur la plateforme CPV. Alors, le potentiel thérapeutique et économique des AAV est aujourd'hui largement prouvé, documenté. Ici, sur ces différents graphes, vous pouvez voir que donc il y a un grand nombre d'applications thérapeutiques qui utilisent les AAV comme médicaments, que ça soit au départ plutôt sur des maladies génétiques rares pour par exemple la rétinite pigmentaire ou l'amyotrophie spinale. Aujourd'hui, on voit que des applications avec des incidences et sur des maladies beaucoup plus largement répandues comme la maladie de Parkinson ou des maladies de déficience de facteurs de coagulation utilisent ces AAV. À droite sur ce graphe, vous voyez aussi donc de nombreuses entreprises et de big pharma aujourd'hui développent des produits AAV et à différentes phases des essais cliniques, en particulier donc Sarepta, Spark, Novartis. Donc c'est des noms qui sont quand même assez connus de big pharma. Et qui ont donc aujourd'hui aussi, alors excusez-moi, voilà, permis et abouti au développement et à la mise sur le marché de vecteurs AAV comme médicaments. Donc le premier c'était Gliblera en 2012 par Unicure qui a pour objectif de traiter une déficience en lipoprotéine lipase. Ce médicament donc a été depuis retiré pour manque de preuves d'efficacité, mais d'autres AAV ont suivi, comme le Luxturna pour traiter l'amorose congénitale de Leber par Spark, qui a été développé par Spark en 2017, et plus récemment Novartis a mis sur le marché le Zolgensma, dont d'ailleurs Anne a parlé précédemment. Donc, ce que vous pouvez voir quand même, donc l'intérêt de ces médicaments AAV, c'est de corriger en une seule fois, une seule injection définitivement, et de corriger à la source du problème, c'est-à-dire au niveau du gène. On peut voir quand même que malgré c'est très intéressant, mais quand même le prix de ces médicaments reste énorme et prohibitif et économiquement difficile à assumer par nos structures et nos agences, je dirais, même la sécurité sociale. Et c'est un vrai problème et ça participe à identifier donc les challenges
que représente la production des vecteurs et la bioproduction des vecteurs viraux. Et en particulier, moi, je vais me focaliser sur les AAV puisque c'est le cœur de notre activité sur la plateforme CPV. Donc, l'exemple ici, c'est la maladie de Duchenne, donc une dystrophie musculaire. C'est un des travaux qui ont été menés par Caroline Guiner au laboratoire. Donc, dans cet exemple, vous voyez, donc la dose thérapeutique, elle a été déterminée à 5,10,13 particules qui contiennent le gène d'intérêt. Donc, on parle de vecteur génome, donc VG par kilo, ce qui veut dire que pour un enfant de 30 kilos, il faudra produire une dose efficace de 1,5,10,15 vecteurs génome. Si on rapporte au nombre de patients en France qui ont cette maladie, et donc on voit que la quantité à produire est énorme. Et à côté de ça, ce vecteur, quand il a été produit, d'ailleurs largement développé donc en collaboration avec le Généton, on a vu que les rendements étaient de l'ordre de 5,10,13 particules, donc vecteur génome, par litre de production, ce qui montre bien que les quantités à produire pour traiter un patient sont importantes. Et si on rapporte à la première technologie qui existait pour produire des AAV, qui consistait à transfecter des cellules adhérentes en cell stacks, qui est illustré sur la photo en haut à droite, on se rend compte que c'est une technologie qui est absolument pas utilisable et économiquement irrecevable pour pouvoir produire un tel médicament pour soigner ces patients. Donc clairement, à travers cette illustration, on voit que il faut absolument avoir des technologies de production qui soient industrialisables, transférables à grande échelle. Donc clairement, il faut déjà qu'on puisse produire en suspension et en bioréacteur, et qu'il faut avoir des systèmes de production qui soient modélisés, qui soient modulables. Et tous ces éléments-là, ça fait partie des challenges que nous devons relever en tant qu'intégrateur industriel. Alors, pour revenir au laboratoire, nous avons en place ces différentes méthodes de production. Donc, on travaille toujours en système adhérent parce qu'il est très efficace quand on doit produire des petites quantités de vecteurs pour les laboratoires publics privés qui s'intéressent à la modélisation, à la mécanistique et pour faire la preuve de concept à vraiment très petite échelle. Mais très rapidement, quand il faut produire des quantités plus importantes, nous avons la possibilité d'utiliser d'autres technologies qui passent par la culture de cellules en bioréacteur. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'à chaque vecteur AAV, donc on a différentes capsides qui vont avoir différentes capacités à cibler plutôt le cerveau ou le cœur. Et donc à chaque fois donc une cassette qui contient le gène d'intérêt. Cette combinaison entre la capside et la cassette d'intérêt est donc un produit qui demande un procédé de production à façon. Donc, on n'a pas des méthodes qui sont standards, ce qui rend encore plus complexe et encore le défi plus important à relever. Alors, ces challenges, ils ont bien été identifiés et beaucoup de laboratoires y travaillent. Pour preuve, ces différentes publications qui s'intéressent et qui documentent toutes les problématiques. Et donc, savoir qu'aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est d'être capable de produire en grande quantité, mais aussi de pouvoir aussi améliorer l'index thérapeutique de ces vecteurs parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, 5, 10, 13 particules virales, vecteurs génome par kilo, c'est des doses qui sont très importantes et qui peuvent aussi avoir des problématiques d'ordre immuno, c'est-à-dire d'entraîner des réactions immunitaires. Et donc, on a tout intérêt à baisser les doses. Ça nous permettra d'arriver à les produire à des coûts moindres et aussi ça évitera des problématiques qu'on retrouve aussi lorsque dans les greffes d'organes, c'est-à-dire des réactions, des rejets. Quand les doses sont trop fortes, c'est une problématique aussi dont il faut tenir compte. Alors, pour revenir au laboratoire, donc nous sommes situés à Nantes. Nous avons intégré des nouveaux bâtiments. Bon, ça fait déjà quelques années, mais c'est des bâtiments qui restent tout neufs sur l'île de Nantes. Donc, nous sommes situés sur 2 étages à l'IRS Nantes Biotech, de magnifiques bâtiments. Et à côté va être construit le nouveau CHU de Nantes,
dans les horizons 2026. Donc, le laboratoire a une expertise depuis plus de 20 ans dans le domaine des vecteurs viraux, puisque le laboratoire a démarré avec Philippe Moulier en 96. Donc, nous sommes une unité INSERM et donc rattachée comme tutelle à l'Université de Nantes, avec un partenaire stratégique qui est le CHU de Nantes. Nous avons focalisé notre expertise dans le développement des procédés en vue d'un transfert et une production de ces vecteurs en grade clinique depuis 2006. Alors, un petit rappel quand même, vous en avez certainement beaucoup entendu parler depuis la crise sanitaire, les problématiques de temps pour développer un médicament. Alors, les vaccins, on est allé à une vitesse très, très, très rapide, mais il faut avoir en tête que si on se positionne au début dans les études fondamentales, au tout début des études, quand il faut intégrer donc l'identification du gène impliqué dans la maladie, le design du vecteur, tout ce qui concerne aussi les modes d'administration, quelle est la dose efficace minimale et donc avec toutes les analyses dans les modèles animaux, donc ce qu'on appelle les études précliniques, quand cette preuve de concept est faite, quand ensuite il faut développer le procédé compatible selon les bonnes pratiques de fabrication, en respectant les différentes étapes, c'est-à-dire le développement à petite échelle, la validation à grande échelle, le transfert vers une structure clinique, la production de ces vecteurs cliniques. Donc toutes ces phases jusqu'aux essais cliniques qui peuvent prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc on parle des phases 1, 2, des phases pivot 3. Et donc la mise sur le marché, il peut se passer au moins 10 ans. En tout cas, notre expérience, nous, dans le domaine, on a pu développer donc cette expertise translationnelle au laboratoire qui est unique en France et qui a permis de montrer, donc qui nous en tout cas dans nos mains on a eu cette échelle de temps jusqu'aux essais cliniques pour plusieurs vecteurs AAV principalement, en particulier la brosse congénitale de Leber qui est un projet mené par Fabienne Rolling au laboratoire. Alors, si je reviens sur l'organisation de notre intégrateur CPV, alors je n'aurai pas de petit film à vous montrer, hein, ça aurait été plus fun, je l'avoue, mais nous n'en avons pas. En tout cas, notre plateforme, elle est rattachée donc à l'unité INSERM qui est dirigée par Meya Adjali, donc l'unité INSERM 1089. Donc cette structure, elle est indissociable d'une des équipes de recherche qui font partie de l'unité qui s'appelle Engineering moléculaire et chimique des vecteurs viraux. Cette équipe, elle est co-dirigée par Mathieu Mével, un chimiste, et Magali Penaud-Butelot. Et donc, on ne peut pas la dissocier puisqu'ils vont travailler sur des projets innovants plus en amont, mais complètement connectés avec les équipes du CPV, qui sont répartis en 3 sous-groupes. Une équipe qui est plus focalisée sur la production des vecteurs de grade recherche, mais qui va être aussi capable d'implémenter des nouveaux sérotypes et être capable très rapidement de produire des vecteurs, des nouvelles capsides avec une qualité et une efficacité égales à ceux qu'on connaît déjà. Une équipe qui va développer les procédés, qui ont pour objectif d'être transférés sur une plateforme de production clinique. Et à côté, une équipe analytique qui va développer des tests de contrôle qualité et assurer aussi la caractérisation des lots de vecteurs produits et des procédés développés. Alors, nous sommes certifiés ISO 9001 depuis déjà de longues années, ce qui nous permet donc de valider et aussi d'assurer la traçabilité des protocoles et des procédés que l'on développe. Donc, il y a une ingénieure responsable qualité qui manage toute cette assurance qualité au laboratoire sur l'ensemble de l'unité. Et aussi, on a structuré le management des montages de projets avec beaucoup de partenariats industriels, donc avec un responsable global de project management. Et donc, c'est toute cette structuration qui a permis la labellisation en tant qu'intégrateur. Excusez-moi, alors là, je vais trop vite. Donc, on va bien sûr avoir des développements technologiques pour pouvoir justement innover sur la bioproduction, donc tout ce qui concerne le développement, l'optimisation des plateformes de production sur ce qu'on appelle l'USP, donc plus sur le manufacturing, la partie cellulaire.
et bien sûr sur tout ce qu'on appelle le DSP qui correspond plutôt à la purification. Et bien évidemment, en parallèle, développer des nouveaux outils pour améliorer la caractérisation de ces vecteurs. Alors, pour exemple, on a développé dans des projets de recherche le séquençage à haut débit pour caractériser l'identification des génomes qui sont encapsidés dans les particules virales. Donc, caractériser ces cassettes d'intérêt ADN et aussi identifier et de façon très large tous les potentiels contaminants ADN qui pouvaient être coproduits. Alors, notre activité, elle va jusqu'à la production et la caractérisation des lots de toxicologie réglementaire, donc qui permettent c'est le passage obligé avant la production clinique et avant un essai clinique. On peut aussi avoir mener des études de biocompatibilité quand on est amené à valider des nouveaux contenants, par exemple des nouvelles fioles en verre pour la répartition d'un médicament, ou aussi à valider des nouveaux dispositifs médicaux d'injection pour un projet, par exemple, pour valider une circulation en circuit fermé pour aller transduire le cœur. Donc, parmi les plateformes cellulaires, nous avons déjà développé, mais nous poursuivons ces développements. Donc, dans les technologies que nous avons, les plateformes que nous avons, il y a bien sûr la transfection transitoire des cellules humaines HEK293 en adhérent et aussi en suspension. Et aussi, avec des techniques de culture en suspension, nous avons la technologie en cellules d'insectes infectées par des baculovirus recombinants et donc qui peuvent être donc cultivés en bioréacteur. Pour le premier, on est plutôt en cell stack 10 plateaux. Et pour tout ce qui concerne cette partie manufacturing, nous avons différents équipements qui sont au laboratoire et qui permettent la montée en échelle. Le premier qui est très intéressant, qui permet de screener et faire du design of experiment, c'est une collaboration avec un équipementier Sartorius. L'intérêt, c'est de pouvoir tester plusieurs conditions en même temps, donc grâce à un système qui s'appelle Amber 15. Donc, on va travailler dans des tout petits bioréacteurs qui sont vraiment la reproduction à petite échelle d'un bioréacteur. Et ensuite, on pourra plus facilement donc valider le passage donc, à 2 litres, 10 litres et ensuite la montée jusqu'à 50 litres. On ne va pas au-delà. Pour la partie développement de purification, donc on a tous les équipements qui permettent justement les étapes de clarification par des systèmes d'exfiltration, mais aussi bien évidemment les chaînes de chromato avec la possibilité de faire de la chromatographie échangeuse d'ions ou par affinité et toutes ces étapes de concentration pour formuler qu'on appelle filtration tangentielle TFF, avec des équipements tels que celui-ci. Et puis, on assure aussi toujours des techniques la possibilité de pouvoir purifier avec des techniques plus basiques, basées sur des gradients de densité. Alors, on a aussi des équipements qui permettent d'automatiser, donc des robots d'extraction pour la caractérisation des vecteurs, mais aussi des systèmes pour pouvoir caractériser les cellules quand on développe des nouveaux clones. Sans aller trop dans le détail, je vais passer. Donc, ce qui veut dire que pour pouvoir relever tous ces challenges, donc qui a très bien été expliqué par Anne précédemment, on a une approche qui est pluridisciplinaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le CPV, mais aussi l'équipe de recherche engineering, qui est portée par Mathieu Mével et Magali Penaud. On a donc différents partenariats. Donc, par exemple, avec l'INRIA ou l'ESNN, le LS2N, pour des approches bioinformatiques et biophysiques. Le Sésame à Nantes pour tout ce qui est approche chimie, et j'y reviendrai puisque je vais vous illustrer quelques projets qui sont développés. Et puis plus récemment sur un projet qui a été obtenu, donc une ANR, grâce justement à cette labellisation, on a pu déposer un dossier, on a obtenu une ANR pour développer donc un projet pour mettre en place une technologie en rupture, comme vous l'expliquait Anne, avec le GPEA et l'école centrale de Nantes. Donc je vais donc juste vous faire deux illustrations.
de développement qui sont donc plutôt portés par l'équipe de recherche, donc par Mathieu, qui est un chimiste et qui donc travaille avec le sésame. Et donc la stratégie, c'est de potentialiser les vecteurs en couplant des ligands, donc des ligands qui sont des sucres, pour justement améliorer le ciblage, éviter de cibler des cellules immunitaires, donc diminuer des réactions immunitaires. L'objectif aussi étant bien évidemment de réduire les doses et les coûts de production. Donc, il travaille sur différents ligands pour pouvoir justement cibler et répondre à tout un tas d'applications et de projets de transfert de gènes pour corriger toutes ces maladies. Un autre exemple, c'est le développement du séquençage à haut débit qui a démarré il y a déjà pas mal d'années, qui a permis de caractériser donc plus finement toutes les molécules qui sont encapsidées dans les particules AAV, voir si elles étaient intègres, donc l'intégrité de ces génomes AAV, mais aussi d'aller plus finement dans l'analyse des contaminants ADN qui pouvaient être encapsidés aussi, puisque c'est quelque chose qu'on a démontré au travers de différents papiers. Et donc, on a pu comme ça aussi comparer différents systèmes, donc la production en système classique transfection 293, mais aussi la technologie par infection de cellules d'insectes par des baculovirus, et montrer par cette analyse que la qualité des produits était très équivalente. Alors, notre structure, donc, ce qui est très on est dans un écosystème très favorable avec des partenariats industriels qui favorisent les partenariats industriels. On appartient à plusieurs réseaux au niveau national puisqu'on est labellisé Ibiza, plus régional puisqu'on est labellisé Biogène Ouest, et puis on est partenaire dans différents réseaux régionaux avec des réseaux comme Bioregate, West Biothérapie, le CIC, avec des tutelles INSERM, l'Université de Nantes et le partenaire privilégié qui est le CHU. Et c'est surtout aussi, on a pu comme ça structurer notre organisation au travers d'une cellule de compétences qui est portée par l'université, par capacité, qui est adossée à l'université, nous permettant aussi de nous proposer un service juridique pour pouvoir justement répondre aux demandes et mener ces partenariats industriels. Voilà. Donc, je vous remercie. Et donc, voilà, des différentes liens, si vous voulez nous contacter avec les différentes personnes qui sont impliquées dans cette organisation et sur cette plateforme. Et voilà. Merci beaucoup, Véronique, pour cette présentation d'un intégrateur industriel surtout axé sur l'AV. Je veux juste à tout le monde dire que dans 2 semaines, on a une prochaine webinaire par un jeune doctorant qui va parler des CAR-T. Justement, c'est un sujet qu'on tient au cœur quand même parce que les évolutions vont très très vite pour le traitement des différents cancers. Je vais te demander d'arrêter le partage, Véronique. Et on va passer un peu aux questions. Donc, une des questions pour Anne. Comment concrètement les intégrateurs industriels font la liaison entre les industries et les labos académiques? Est-ce qu'ils aident de trouver les partenaires? Est-ce qu'ils font plutôt le travail préclinique pour intéresser les industriels à la recherche académique, ou qu'est-ce que ta vision, ou comment Alors aujourd'hui, évidemment, tout est possible. Je pense que tous les schémas sont possibles, c'est-à-dire à la fois la création de start-up directement dans les intégrateurs, des collaborations, des prestations de services. Tous les mécanismes sont là. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place, je pense, qui ont vraiment une grande valeur en termes de levier justement d'innovation. C'est justement les appels d'offres qui ont été lancés à la fin de l'année 2020, qui sont encore en cours et qui justement en fait utilisent les intégrateurs pour leur rôle, c'est-à-dire de demander à des biotech, enfin, et des industriels de travailler avec des intégrateurs et des équipes académiques pour développer de l'innovation. Donc là, il y a eu 2 appels d'offres, l'un qui portait sur des nouvelles usines modulables,
d'autres, il y avait aussi un appel d'offres sur les méthodologies en fait, de mesure en ligne au cours de la production. L'ANR, je crois, a mis un appel d'offres pour des nouveaux systèmes d'expression cellulaire. Enfin voilà, il y a tout ça en fait qui va vraiment favoriser, je pense, les contacts. Et il faut savoir aussi qu'on a eu récemment, enfin, comment dire, le lancement de ces intégrateurs s'est accompagné de beaucoup de communication, donc communication locale avec nos, comment dire, nos réseaux. Bon, on a parlé, par exemple, avec Medicine dans la région Île-de-France, mais avec aussi, je crois, Atlantpol, hein, qui est pour la côte ouest. Oui. Enfin, et donc, en fait, il y a aussi beaucoup comment dire, de réunions qui ont mis en contact les intégrateurs avec des jeunes startups. Et on a été énormément sollicités. Donc, je crois que dans mon intégrateur, enfin, on a actuellement, et d'ailleurs concrètement, par exemple, le projet d'intelligence artificielle qu'on a fait, il est issu de ces mises en contact et en fait de cette jeune start-up qui est venue nous voir en disant ouais, on veut vraiment travailler en thérapie génique, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Enfin voilà, on a aussi donc un équipementier avec lequel on va travailler pour collaborer à un device pour justement faire de la transduction de cellules en microfluidique. On a des gens qui sont venus nous voir en fait avec des projets plutôt pour de l'analytique. Enfin, ça a mis énormément ça a été très, très dynamisant. Parce que finalement, c'est vrai qu'on peut, même dans les contrôles qualité, ce serait bien de Bien sûr. trouver des méthodes moins chères et autant performantes pour diminuer le prix des médicaments aussi. Oui, je pense que le rôle des intégrateurs, par contre, c'est pas de remplacer le tissu économique actuel, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour faire de la compétition économique, comment dire, injuste par rapport à nos collègues justement qui ont fait l'effort de monter des startups, des CRO, etc. Je crois qu'on a un rôle peut-être plus de dérisquage des choses. On a un rôle pour justement favoriser les innovations de rupture. On a un rôle, je vois bien aussi, voilà, justement pour quand même consolider des réseaux, consolider vraiment des axes de travail. Et il y a quand même vraiment, je pense que c'est apparu beaucoup plus clairement dans la présentation de Véronique parce qu'il y a un vrai défi, par exemple sur la production des AAV qui se comprend immédiatement quand on voit tous les litres de culture qu'on a besoin de faire. Il y a un besoin absolu de faire revenir les équipes fondamentales, enfin des équipes de recherche sur ces questions fondamentales, mais qui s'appliquent à l'industrie ou en tout cas à la biotech. Et là, l'intégrateur est quand même l'endroit idéal puisqu'il faut quand même avoir accès à des bioréacteurs, il faut pouvoir faire 200 litres. Enfin, pas des choses qu'on peut faire dans un laboratoire de recherche classique. Donc, je pense qu'effectivement, cette interface-là, elle est essentielle et je trouve que il n'y a pas de modèle, il faut juste, je pense, effectivement favoriser ces contacts et ces échanges et il en sortira, je pense, forcément quelque chose d'utile. On est aussi de toute façon un peu inspiré quelque part par les modèles de nos collègues anglo-saxons, comme je disais. Le Catapulte est un exemple parfait, effectivement, d'une plateforme qui met en contact des industriels ou des académiques. Souvent, les académiques vont aussi, après avoir fait effectivement quelques projets cliniques de phase précoce, pouvoir monter une start-up et une biotech et du coup ensuite réutiliser le système. Enfin, je pense que tout ça est quand même très, très vertueux. Ok, d'accord. Et j'ai une question plus scientifique pour savoir ce qu'est ton opinion pour la production des CAR-T. Est-ce que pour réduire un peu les coûts de ces productions-là, parce que c'est quand même pour le traitement du cancer, donc il y a beaucoup, beaucoup de patients. Est-ce que c'est plus avantageux de faire une production locale dans un système fermé ou la même chose, mais décentralisée, c'est-à-dire un endroit où on produit et on fait les shipments partout en Europe ou quelque chose. Qu'est-ce qui est ton idée là-dessus? Moi, je crois que les modèles sont en cours de testing, comme tu le sais, à travers aussi tout ce qui est, parce que c'est la même problématique sur la question des cellules souches hématopoïétiques. Actuellement, il y a quand même de la réglementation pharmaceutique européenne qui demande quand même que tout ça soit fait dans des BPF. Donc, il y a quand même un contrôle de l'environnement qui est important. Il faut savoir aussi que quand on parle de ça, il faut distinguer vraiment de ce qu'on fait dans le cadre des essais cliniques et de ce qu'on peut faire dans le cadre d'un produit commercial
commercial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne veux pas me prononcer là aujourd'hui parce que je pense que d'ailleurs, il faut laisser les choses se prouver, se confirmer, notamment au niveau de la commercialisation. Ça doit être quand même quelque chose, effectivement, la décentralisation, c'est-à-dire effectivement la fabrication de ces produits dans un endroit justement décentralisé, puis ensuite on réenvoie. C'est déjà le modèle qui est utilisé par exemple par Novartis pour refaire le Kymriah. Donc, par contre, il a installé des usines un peu de partout sur la planète, donc du coup, il peut effectivement servir un peu les gens. Je trouve qu'il faut attendre, il faut voir. On est très surpris de voir, par exemple, quand même qu'il y a une vraie offre de service, par exemple, sur de la logistique en GMP. J'ai été très surprise de voir effectivement quand même au fur et à mesure des années qu'on a quand même des transporteurs qui peuvent transporter de façon très sécurisée des produits à moins 80, moins 150, etc., d'un pays à l'autre avec voilà, relativement peu de problèmes. Donc voilà, il faut voir comment ça va évoluer. En attendant, ce qui compte aussi, c'est effectivement de pouvoir assurer la meilleure qualité de produit pour les patients, la meilleure comparabilité. Et en même temps Oui, aussi, parce que la voilà. production locale, même dans un système, ça demande aussi des formations des gens un Tout peu à fait. Donc, experts c'est pour ça là-dedans. que en parallèle, il faut faire aussi ce qui est donc du coup l'objectif du projet T2 Evolve, qui est de standardiser au maximum pour pouvoir avoir aussi des points de comparaison. Parce qu'on pourrait imaginer effectivement que les choses se produisent à différents endroits. Et en fait, la justification de ça aussi, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de produits différents, il y a beaucoup de spécificités locales. On n'a pas encore vraiment bien compris quel genre de quart il faut mettre. Voilà, au jour d'aujourd'hui, effectivement, les hémopathies sont les cibles les plus facilement réalisées, mais il y a des défis énormes. Donc, il y a besoin de beaucoup d'innovation, beaucoup de compétences qui peuvent être aussi très, très locales. Donc, l'alternative là-dedans, c'est de dire effectivement qu'il faut pouvoir savoir faire des produits standardisés et les comparer les uns avec les autres. Donc, ça, c'est l'autre solution aussi. Et j'ai encore une petite dernière question pour toi. Tu as montré un projet sur les cellules B pour la production des anticorps. On pense à quelle maladie, par exemple, pour le traitement Alors, on travaille tout spécifiquement, on est financé par la NRS pour travailler sur le sida. Donc, on est en train de reprogrammer un anticorps neutralisant large contre HIV comme preuve de principe. Et on travaille donc avec des collègues au Vaccine Research Institute et aussi à Lausanne en Suisse pour tester des combinaisons d'anticorps neutralisants. Mais c'est évidemment un système qui peut s'appliquer à plein d'autres maladies infectieuses, probablement plus facilement d'ailleurs sur de la maladie infectieuse, mais on peut imaginer d'autres applications. En tout cas, c'est la beauté, je dirais, de l'utilisation des CRISPR qui arrive à faire des modifications génomiques d'une finesse incroyable. Et donc, oui, c'est un projet très excitant. Oui, je trouve aussi. Je suis tout à fait d'accord. Et je vais passer pour quelques questions à Véronique. Véronique, on l'a entendu plusieurs fois, la production d'AV, c'est des litres et des litres et des litres pour arriver à traiter un seul patient quand même. Et heureusement, ça marche pour eux parce que c'est quand même vraiment un succès, il faut l'admettre, pour certaines maladies. Est-ce que tu peux un peu t'avancer sur qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement ces productions, pour avoir plus de particules par ml, meilleure qualité? Aujourd'hui, par rapport à… Quand on parle de la dose à AV, on parle de la dose, on calcule en capsides qui contiennent le gène d'intérêt. Et finalement, on se rend compte que pour avoir, par exemple in vitro, pour avoir un effet, il faut calculer ce qu'on appelle une MOI, une multiplicité d'origine infectieuse, donc le nombre de particules qu'on va mettre par cellule. Il faut être de l'ordre de 10,5, quelquefois 10,6 particules par cellule, donc ce qui est assez énorme. Et donc, on peut en venir à se poser la question de savoir, finalement, combien de particules est réellement efficace dans ce qu'on a titré. Et derrière tout ça, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect caractérisation. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu disais, il faut que ça soit à moindre coût. Alors en AAV, je dirais que le challenge de la caractérisation, il est aussi d'avoir une vision plus précise, plus juste de ce qu'il y a dans ces particules.
Donc, on en est aussi à implémenter des caractérisations supplémentaires et on a un challenge, c'est qu'on est avec le plus petit des virus et que beaucoup de technologies aujourd'hui ne sont pas adaptées à ces petits virus. Donc, il y a des caractérisations où il y a des équipementiers qui vont nous proposer des équipements qui ne permettent pas de caractériser les AAV parce qu'ils sont trop petits. Ou alors, aujourd'hui, on est encore sur des choses qui sont biaisées. Clairement, aujourd'hui, mieux caractériser le vecteur AAV va participer aussi à faire des choix d'innovation ou d'engineering de l'AAV pour pouvoir justement dire, eh ben, finalement, c'est les ITR, par exemple. Les seules séquences inversées répétées qui bordent la cassette d'expression, on sait que la plupart du temps, elle est délétée. Parce que c'est des séquences palindromiques qui sont finalement il y a vite des mutations, que ça soit au niveau de la bactérie, dans la cellule, qui font que ces petites séquences ITR, elles finissent par être perdues. Et quelle est la proportion des particules qu'on produit qui ont tout intègre aujourd'hui? On ne sait pas le dire. Et si on a une vision plus précise, on va peut-être aussi apprendre des directions différentes pour améliorer le vecteur et pour améliorer ce qu'on va appeler son index thérapeutique, pour le rendre plus infectieux. Parce qu'on a des méthodes pour faire des titres infectieux, mais c'est in vitro, dans une cellule donnée. Ça n'est qu'une indication pour valider un procédé de purification. Ça ne répond pas à la question de combien de particules réellement sont efficaces. Et on peut quand même imaginer que dans ces 10 puissance 5 ou 10 puissance 6, alors on va dire 10 puissance 5 particules qui vont rentrer dans une cellule, il y en a plein qui ne sont pas efficaces. Oui. Et donc, dans les innovations, ça, c'est une part. Et nous, on y travaille au laboratoire, dans la partie recherche, très en amont. Et dès qu'on a des choses qu'on peut améliorer et appliquer directement sur les vecteurs en cours, on l'applique. De la même façon, travailler sur les systèmes qu'on a aujourd'hui, que ce soit dans les 293, qui sont des cellules humaines. Il faut oublier que l'AAV est un parvovirus humain. Donc, dans ce système-là, on est dans un système homologue. Et quand on produit en cellules d'insectes, on n'est plus dans un système homologue. Donc, on fait des modifications. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on a apporté tous les éléments qu'il faut pour produire l'AAV, pour avoir une production efficace, intègre des particules? Ça, c'est des choses qui sont en cours aussi. Et plus on comprendra mieux quels sont les partenaires indispensables, et plus on améliorera la qualité de ces vecteurs. Alors, peut-être que je ne suis pas assez précise, mais je pense que beaucoup d'améliorations, elles passent par là. Il y a encore beaucoup de travail à faire en fondamental. Et comme l'a dit Anne, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on nous attend, nous, intégrateurs. Et comme elle l'a dit, très bien dit Anne aussi, on a été énormément sollicités et c'est le démarrage de plein de projets, de plein d'idées qui nous sont facilités quand même. D'accord. Et ça va à la fin finir dans espérant un vecteur beaucoup plus performant. Plus performant, c'est-à-dire que en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, c'est que quel que soit le système qu'on utilise, on a travaillé sur d'autres systèmes aussi que je n'ai pas présentés là, on voit qu'au bout d'un moment, la cellule productrice, quand elle produit 10 puissance 5, 10 puissance 6 particules, elle a atteint son niveau maximal. Mais derrière, ça veut dire que les particules qu'on produit, il faut faire en sorte qu'elles soient plus efficaces. Oui, d'accord. Et une autre chose que je voulais te demander, parce que tu as mentionné un projet où vous essayez de mieux détecter les ADN contaminants. Oui. Et là aussi, l'idée derrière, c'est d'essayer d'améliorer les vecteurs, la qualité des vecteurs, exactement. En diminuant ces ADN contaminants. Exactement. La première publication, elle date de 2005, où on a montré que finalement, quand on produisait nos particules virales, on n'avait pas toujours que ce qui était de part et d'autre des ITR. C'était pas aussi propre qu'on le mettait sur le papier. Et on a vu comme ça qu'on retrouvait le gène de résistance aux antibiotiques. Donc, c'est un vrai problème de sécurité sanitaire, ça. Donc, ça sous-entend derrière que quand on a mis en évidence ça, on est revenu sur les plasmides qu'on design pour justement, si on sait qu'il y a de l'ADN qui rentre en plus de ce qu'il y a de part et d'autre des ITR, eh ben, faisons en sorte qu'on n'intègre pas ces gènes de résistance aux antibiotiques. Donc là, on revient en arrière et on design nos plasmides pour éviter ce problème. Oui, d'accord, je comprends. Et comme tu as très bien mentionné, le fait de recibler les AAV vers certains tissus,
ça améliorer aussi considérablement leur Leur efficacité. thérapeutique Oui, leur exactement. parce qu'ils ne Exactement. sont pas perdus dans des cellules Oui. immunitaires ou qui on n'ont n'a pas pas ciblé. besoin de guérir, en fait, c'est ça. Exactement. Et du coup, la dose qui est injectée est mieux utilisée, on va dire. Il y a moins de pertes, moins de gâchis. Finalement, on se retrouve dans des raisonnements qui sont les mêmes que des industriels quand ils vont mettre en place une chaîne de production. Il faut éviter les pertes. Oui, oui, oui. Et c'est exactement. Et donc, on a les mêmes mots-clés finalement. Augmenter la qualité et éviter les pertes. Éviter les pertes. Ouais. Que ça soit au moment de la production et que ça soit au moment des injections in vivo. Déjà, la AV été naturellement intéressante de ce côté-là, puisqu'on a différentes capsides. Et derrière, chaque capside a des propriétés naturelles à aller cibler des organes plus que d'autres, sans avoir à les toucher. Donc ça, c'est déjà quand même intéressant, parce que quand on va vouloir cibler le cerveau, on va s'intéresser à des sérotypes comme le 10, comme le 9, et plutôt que des sérotypes qui se transduisent bien, mais qui ont aussi la propriété d'aller partout. Oui. Donc, qui dit aller partout dit une perte, une diffusion et moins ciblé l'organe d'intérêt. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là que le couplage avec des ligands est intéressant. Oui. Ben, merci beaucoup, Véronique. Je te remercie encore. Anne a dû partir un peu plus tôt, mais pour vos présentations. Et je te dis au revoir et à tout le monde à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.